Nous sommes ici dans un gymnasium pour enfants. Vous voyez, il y a des règles de conduite. Et ces règles de conduite sont postées, sont à la disposition des athlètes et sont partout. Et ces règles de conduite sont nécessaires pour le bon fonctionnement du centre et pour une bonne performance des athlètes. Les athlètes sont obligés de suivre les instructions de leur coach, les instructions de la maison et pour le respect du sport. Alors, vous voyez ici cet aspect des infrastructures. Ici, il y a vraiment pas mal de settings et l'accent est mis sur la sécurité des enfants. D'après la directrice, elle a mis le paquet pour qu'il y ait tout ce qu'il y a dans un gymnasium pour hommes, un gymnasium olympique. Alors c'est ici que qu'on forme les jeunes talents. C'est un laboratoire pour les champions. Ici, les jeunes gens, les jeunes athlètes ont le potentiel, ont la possibilité de développer leur talent. On leur apprend comment tomber, comment supporter les épreuves. Donc, ils sont formés psychologiquement, physiquement et dans plusieurs domaines. Il y a plusieurs compétitions ici qui se passent. Et là-bas, vous voyez, ce sont des trophées. Et pour avoir ces trophées, il faut participer selon les règles de la maison, les règles du jeu. Et donc, ça demande beaucoup de rigueur, demande beaucoup d'assiduité au travail, de l'ordre, de la discipline. C'est un tout. Alors, l'athlète qui vient ici, en général, ils sont tout petits, 2 ans jusqu'à 4 ans, parfois 16 ans, ça dépend. Mais il ne vient pas comme ça. Il fait des recherches avec ses parents et il décide ensuite de venir faire de la gym. En général, ceux qui font la gym ont plus de chances de faire autre sport parce qu'ils sont physiquement très forts et ils ont un meilleur équilibre de leur corps, une meilleure maîtrise de leur corps. Donc la décision est faite sur la base d'une résolution prise par l'athlète et ses parents. Qu'est-ce que c'est qu'une résolution? C'est une décision très forte, décision ferme, une décision qui est basée sur, comme j'ai dit tout à l'heure, des recherches, sur un but à atteindre. Alors, qui fait des résolutions? Qui d'autre fait des résolutions? Les Nations Unies font des résolutions. En fait, c'est leur business. Ils passent leur temps à faire des résolutions. Et ces résolutions-là entrent souvent dans le cadre de la résolution des conflits, par exemple. Donc, je vais me contenter ici de la résolution des conflits, qui est l'affaire du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité propose des résolutions ou bien ratifie des résolutions. Malheureusement, ces résolutions-là ne sont pas honnêtes, il faut le dire clairement, ne sont pas solides parce que ces résolutions ne reposent pas sur des recherches approfondies, des analyses approfondies. Prenons par exemple un pays qui est pris en otage par des rebelles. Parce que chaque fois qu'il y a coup d'État, c'est une prise d'otage. C'est à une prise d'otage que nous assistons. Alors, prenons par exemple le cas d'un pays qui est pris en otage par des rebelles, par des terroristes. Ces terroristes-là viennent troubler la quiétude de la paix, enfin la quiétude du pays. Et donc c'est comme des gens qui viennent entrer par cette porte-là sans ticket, et ils viennent troubler le fonctionnement normal des activités qui se passent ici, et ils veulent en même temps diriger tout ce qui se passe ici. Ils veulent tout arbitrer. Hein? Alors, en général, quand ce genre de choses se passe, on appelle la sécurité, la police, et la police vient les prendre rapidement. Vous voyez? Parce que ceux qui viennent s'aimer le désordre, s'aimer l'indiscipline, ne peuvent pas faire partie de la solution. Malheureusement,
les Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité, inclut ceux qui tuent, ceux qui causent la désolation dans la résolution de la crise, ce qui est anormal. Parce qu'en Europe, en Amérique et dans d'autres pays qui sont fortement représentés au Conseil de sécurité, on ne peut pas avoir d'élection démocratique quand un pays est scindé, est pris en otage par des terroristes. Le terroriste, c'est qui? C'est celui qui tue, qui terrorise. Alors, quand des rebelles viennent, on sait, ils violent les enfants, ils violent leurs parents, leurs mamans, ils font des atrocités, des choses vraiment inimaginables. Ce ne sont pas des gens qui sont aptes à trouver des solutions démocratiques. Sinon, ils l'auraient fait, ils auraient utilisé les institutions en place pour le faire. Ils auraient utilisé autre chose. Ils le font seulement quand on leur donne de l'argent. Ça dénote de la mauvaise foi. Alors le Conseil de sécurité sait très bien qu'on ne peut pas avoir d'élection démocratique quand une population est prise en otage. C'est-à-dire que les électeurs ne peuvent pas se déplacer librement. Les électeurs ne peuvent pas, les candidats ne peuvent pas aller vendre leur projet de société facilement. Donc on peut parler ici de démocratie. On n'a pas besoin d'être un diplômé de Harvard, MIT ou quoi, ou de Johns Hopkins pour le faire, pour faire cette analyse-là. Vous voyez. Et donc il y a ici un statu quo et qu'il faut éviter parce que les conséquences sont telles que quand on va aux élections dans des conditions pareilles et qu'il y a protestation, eh bien ce sont des innocents qui meurent. Et qui est responsable? Évidemment, c'est ceux qui auront donné le coup de sifflet, le coup d'envoi. Alors, il faut qu'on arrête ce genre d'activité. Il faut, dans le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, que le Conseil de sécurité reconnaisse en toute humilité avoir pris une mauvaise décision et qu'on reparte sur de nouvelles bases. D'abord, on enlève ceux qui sont rentrés par cette porte-là sans ticket, parce qu'ils ne peuvent pas venir troubler la quiétude des athlètes. S'ils voulaient participer, ils n'avaient qu'à s'inscrire. D'abord, donc, il faut assainir le cadre politique, le cadre environnemental. D'abord, ça c'est un. De deux, il faut répartir sur de nouvelles bases pour mettre en place des résolutions qui sont solides, des résolutions bien pensées, bien réfléchies. Et ensuite, on pourra, après avoir réunifié le pays, rétablir l'ordre, la discipline, on pourra aller aux élections. Et ça commence par des étapes. Et voilà pourquoi, vous voyez les gens qui sont là-bas, ils sont en train de se réchauffer. Ils se chauffent. Ça, c'est des étapes. Donc j'ai dit, il faut qu'il y ait des élections locales d'abord pour tester le système en place. Ensuite, on pourra passer aux élections présidentielles. Voilà. Sinon, ce serait créer un génocide à long terme. Vous voyez? Parce que quand vous ne sanctionnez pas l'impunité au départ, eh bien, vous la favorisez d'une façon ou d'une autre. Il est temps que des corrections adéquates soient apportées. Ceux qui créent le désordre ne sont pas la solution au problème. Quand un coach dit à son athlète, allez-y sur cette plateforme pour faire votre truc, alors qu'il n'a pas, il lui-même n'est pas allé dessus, il met la vie de l'athlète en danger. Voilà. Il met la vie de l'athlète en danger. On a, en général, en Afrique, on dit à toute la population, apprêtez-vous à aller aux élections, sachant très bien qu'il y a un gros trou sous cette plateforme-là. Hein? Ce n'est pas gentil, c'est malsain. Et je pense que les Nations Unies peuvent faire mieux que cela. Et ils sont obligés de faire mieux que cela. On ne peut pas aller aux élections en Côte d'Ivoire dans une situation pareille. Alors, non seulement les rebelles doivent partir, mais il faut que les choses soient normalisées d'abord, qu'on respecte les règles de la démocratie. Armand Christian Siriblé, président Smyrna Africa, campagne mondiale pour l'universalisation des règles et des principes de la démocratie. À bientôt.